personne ne sera surpris si je vous dis que nous sommes entrés dans l'ère de la nouvelle économie. Hein? Donc du coup, comment aujourd'hui interpréter ces signaux? Comment utiliser ces nouvelles tendances pour mettre le client tout simplement au cœur de nos préoccupations, pour répondre à ses usages et à nos exigences, et pour tout simplement savoir comment passer du client au design d'expérience. Alors pour partager à la fois un point de vue, mais aussi une expérience, j'appelle à me rejoindre Mathieu Joly et Émilie Hasman. Peut-être se présenter d'abord. Déjà, merci d'avoir accepté de venir partager votre vision des choses et puis votre expérience aussi, parce que je crois que tout le monde aujourd'hui attend de voir ce qui va se passer dans les nouvelles tendances et puis vous, Émilie, comment vous mettez le client au cœur de Decathlon. Donc Mathieu Joly, vous êtes Service et Innovation Manager chez l'échangeur by BNP Paribas Personal Finance. Je suis communément appelé 7LM pour... Voilà. J'ai donc le mauvais rôle, si j'ai bien compris l'intervention de Serge Trigano. C'est pas très clair. Je n'ai pas d'argent à donner, encore moins que les autres. Et puis Émilie, vous êtes chef de projet AVI pour Decathlon. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer avec vous, Mathieu. On a parlé tout à l'heure, notamment de l'introduction des grandes tendances. À travers les études que vous faites, qui sont de notoriété, je dirais, mondiale, quelles sont les grandes tendances qui paraissent aujourd'hui en termes d'expérience client et comment évoluent aujourd'hui les comportements de ces consommateurs, qui sont ceux que nous avons au quotidien. D'accord. Vous avez 4 heures. Non, pas du tout. J'ai 2 minutes. Voilà. Super. Donc ça va être compliqué. Donc effectivement, l'échangeur, je resitue, donc on va fêter l'année prochaine nos 20 ans. Vous serez tous invités à venir nous rencontrer. Ça fait 20 ans en fait qu'on travaille sur la relation client. Grosso modo en France, en croisant 2 choses. Un panel de 10 000 foyers français sur lesquels qu'on va analyser pour essayer de comprendre quelles sont effectivement leurs motivations et pourquoi j'achète et pourquoi je fréquente telle et telle enseigne. Et on va combiner ça avec globalement une quarantaine de startups partenaires qu'on va utiliser pour savoir si la technologie peut permettre, en combinant aux besoins consommateurs, de fluidifier l'expérience client. L'idée, effectivement, pour nous, c'est de sortir par le haut, proposer des services et non plus seulement batailler sur le prix. J'ai fini sur l'échangeur. Je reviens à la question. BNP Paribas est la banque d'un monde qui change. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai mis 3 photos. La première est rassurante pour la France. Non, il n'y a pas que les taxis français qui font grève, c'est la même chose en Inde. Donc effectivement, la sharing economy est là, elle se développe, elle est installée, on en a parlé précédemment avec le cas Airbnb. Elle ne disparaîtra, à voir comment elle sera régulée dans les prochaines années, c'est une évidence. Deuxième élément de ce monde qui change, c'est effectivement la montée du digital. Alors je vois beaucoup de smartphones qui prennent des photos. Ce n'est rien par rapport à l'Asie, soyons très clairs. Notre usage du smartphone aujourd'hui reste très limité. Juste un chiffre pour les consommateurs français. On est grosso modo à 6 foyers sur 10 aujourd'hui qui ont un smartphone. Et donc 4 sur 10 qui n'ont pas de smartphone. Nous ne sommes donc pas représentatifs de la population française dans cette salle. Donc je vous ai mis la photo ici. Donc l'idée c'est ce commerçant de rue en Chine. Vous pouvez lui acheter des patates douces. Ce petit truc, ce sont des patates douces. Et comment tout simplement en scannant un QR code, soit le QR code d'Alipay, soit le QR code de WeChat. Donc on est bien rentré dans cette logique où moi, consommateur, je vais pouvoir effectivement, que je sois dans la rue, que je sois à mon domicile, que je sois en magasin, pouvoir acheter un produit. Dernier point, c'est probablement le plus intéressant, notamment vu l'actualité récente. Vous avez tous vu le lancement futur d'Amazon Go à Seattle. Donc ce magasin sans caisse d'Amazon, tout se passera avec vos smartphones. Amazon maintenant, on est à sa 3e librairie aux États-Unis. Et pourquoi cette photo? Tout simplement pour essayer de travailler cette notion de la mort du pure player. Soyons clairs, être pure player aujourd'hui, c'est plus tendance. On va effectivement rentrer dans un commerce où le point de vente va redevenir central, justement parce que c'est lui qui va permettre de travailler l'expérience client. Un point de vente qui va évoluer, qui sera probablement plus showroom
que lieu de vente en direct, mais en tout cas ce point de vente il garde toute sa force. Ces trois photos en fait elles illustrent une chose, c'est qu'effectivement c'est bien le client aujourd'hui qui va décider, qui a repris le pouvoir, c'est bien lui qui va faire les arbitrages en fonction de qui il est, en fonction de ses attentes, en fonction de ses motivations, et c'est des motivations qui peuvent être fluctuantes tout au long de la journée. Je prends l'exemple ici d'une enseigne. Alors je ne sais pas si vous connaissez tous Container Store. Oui. Je vous laisse expliquer. C'est un endroit où on peut stocker ses affaires personnelles, c'est ça? Absolument pas. C'est un endroit où on va acheter des caisses vides pour stocker ses affaires personnelles chez soi. Donc ça fait 30 ans que Container Store existe. En fait, ce qui est intéressant ici, vous avez un tableau qui est situé juste avant les caisses. Et donc vous pouvez scan, click, call pour acheter, ou vous pouvez deliver ou pick up, grosso modo, pour récupérer vos produits. En fait, quand on discute avec les patrons des magasins, ce qu'ils nous disent, c'est qu'effectivement, Mathieu, quand tu viens dans mon magasin du centre-ville de Manhattan, ou demain si j'ai un magasin ici à Paris, entre midi et 2 pour acheter une caisse pour ranger tes affaires, tu vas probablement lutter dans la ligne 13 pour rentrer chez toi le soir. Et tu ne pourras pas revenir avec. Donc ce qu'on te propose, c'est que tu prends une douchette à l'entrée du magasin, tu scannes les articles qui t'intéressent, tu nous ramènes la douchette et on te livre à domicile. Ça, on est mardi midi. Par contre, si tu viens samedi, il n'y aura pas de problème. Tu pourras venir avec ta voiture, te garer dans notre parking et derrière pouvoir acheter exactement comme tu veux et repartir avec les produits. Et on voit bien ici qu'on a bien quelqu'un qui a compris que moi, Mathieu, j'avais en fonction de l'heure et du jour de la semaine des problématiques différentes. Et on me propose ici toute une gamme de services qui va me permettre effectivement de traiter mes problématiques. Alors du coup, quand on parle de tout ce qu'on vient de voir là, quelles sont aujourd'hui les marques qui sont les plus avancées, selon toi, à travers le monde, en termes d'expérience client? Et si on peut citer certainement des marques. Alors, Fayoton, Mama Shelter. Bien joué. C'était facile. J'en ai une deuxième facile. Tous les gens qui ont mis la voix du client dans leur organisation. Decathlon? Decathlon, le roi Merlin qui est dans la salle. Mais en tout cas, où effectivement le client est bien intégré dans tout le process de décision. Pour être honnête, j'en ai une autre, elle est plus personnelle, mais je dirais ma tante, qui est couturière dans un petit village de Vendée, mais qui effectivement en termes de relation client, elle n'a rien inventé, elle n'a pas réfléchi, mais assez naturellement, elle a compris qu'effectivement elle avait des clientes qui avaient besoin de robes, et qu'effectivement il fallait les accueillir correctement, leur offrir un café, leur donner un endroit où elles pouvaient discuter, choisir le canal de la radio qu'elles veulent écouter, un peu comme chez Hubert. Donc elles ont bien travaillé autour de ça. Il y a une autre enseigne qui est assez emblématique, si j'essaie de sortir, on pourrait citer Walgreens et les drugstores Walgreens. C'est quand même la seule enseigne qui vend des médicaments en théorie, qui récompense avec son programme de fidélité ses clients pour le fait de ne pas être malade, puisque plus j'ai une activité sportive, plus je gagne des points, et donc plus je gagne des discours. D'accord ? Et ma préférée du moment, c'est celle-là. Regardez le monsieur en bleu. Enfin, on va passer pour ça. Donc, il faut arrêter la vidéo. C'est insupportable. Alors, il n'y a rien de nouveau, hein. Ça fait cliché. Probablement vous avez tous suivi l'opération de REI, donc Upside. L'idée elle est simple. Pendant le Black Friday l'année dernière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé leur magasin et leur site web pour proposer à leurs employés d'aller se livrer à leur passion, à savoir la balade dans la nature. Ils ont refait l'opération cette année. Aujourd'hui, on en est à plus de 6 millions d'interactions sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas qu'ils aient 6 millions d'employés. Donc on voit bien que derrière, en reprenant mon ADN, je suis une marque de sport outdoor et c'est ma passion à moi, entreprise, à mes employés et donc aussi à mes clients. Je crée une opération qui va me permettre de fédérer ma communauté et de faire vivre et en tout cas de donner visibilité sur mes valeurs. Et ça, c'est un point qui est intéressant chez eux. Alors, tu viens d'évoquer la passion. La passion, c'est aussi ce qu'ont certains d'entre nous au quotidien en faisant du sport. Comment, Émilie, chez Decathlon, l'expérience devient aussi une expérience d'usage et comment Decathlon a appréhendé cette partie d'expérience
en la mettant au service et à la compréhension de ses propres clients. L'expérience d'usage au sein de Decathlon, elle se fait tout d'abord en amont de la sortie des produits, notamment avec notre observation des utilisateurs et tous les tests qu'on peut faire en phase finale de conception de nos produits. En fait, chaque chef de produit aujourd'hui, en phase finale de conception, a une communauté de testeurs auxquels il propose de tester les produits pour les valider avant leur sortie en magasin. Ces phases de test se font depuis à peu près 10 ans aussi au sein de nos centres de conception qu'on a délocalisés volontairement sur des lieux de pratique pour pouvoir encore mieux observer justement nos utilisateurs et pour pouvoir dialoguer plus rapidement avec eux en phase finale de conception ou durant les phases d'observation. C'est aussi la création de nouveaux métiers, notamment par exemple les ingénieurs, etc., qui eux sont responsables de ces phases de test. Et de l'animation de cette communauté de testeurs. Ce qui est un peu nouveau, à travers une plateforme qu'on a créée, qui s'appelle Decathlon Création, c'est que depuis septembre, on a ouvert ces tests à tous nos clients. Donc on a sur la plateforme que vous voyez ici, un petit onglet Tester, qui permet à tous les clients de Decathlon aujourd'hui de venir tester des produits. Depuis septembre, on a à peu près sorti 25 tests de produits. Voilà. Alors du coup, vous commencez progressivement cette démarche de mise en œuvre de cette expérience. Vous voyez au fur et à mesure les évolutions, puisque l'idée de Decathlon est d'avoir ses propres produits et de créer à travers les usages de ses clients. Mais, en fait, Mathieu, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui comment on considère qu'une entreprise fait de la vraie expérience client? Quelles sont les caractéristiques de ces grandes enseignes qui sont reconnues et surtout, est-ce que l'expérience client, à un moment donné, ça se mesure? C'est une bonne question. Si on essaie de regarder objectivement les bonnes pratiques, je pense qu'il y a deux éléments qui me semblent intéressants, en tout cas dans l'expérience client. La première, je vais revenir sur Ray, mais c'est cette capacité à sortir quelque part de son business model et d'aller proposer une expérience un peu différente. On est beaucoup aujourd'hui, si on regarde bien, et si en tout cas on interroge les foyers français, ils vont nous dire qu'effectivement la relation client aujourd'hui elle est mesurée plus ou moins par un programme relationnel. Grosso modo, je dépense de l'argent, je gagne des points et j'obtiens un discount derrière. Tous nous disent on attend plus de choses, on attend de la reconnaissance, on attend de la valorisation. On attend effectivement globalement qu'on me parle non pas à un homme CSP+, habitant Paris avec 3 enfants, mais à Mathieu Joly. Chez Ray, en fait, cette logique de sortir un peu du business model, elle se retrouve. Donc, prenez l'axe horizontal. Ici, à gauche, on est beaucoup dans mon offre de base. Donc, effectivement, Ray, si je le positionne à peu près sur le marché français, ça serait un vieux campeur. Donc, une marque très experte sur tout ce qui est sport de nature et une marque qui l'affirme avec ses valeurs. Donc, chaque rayon, effectivement, on va retrouver ici Wino Yoga, par exemple, au sein du rayon yoga. Derrière, je vais pouvoir développer encore une fois une offre servicielle un peu plus élevée en proposant des services payants de type entretien des skis, réparation du vélo, mais quelque part rien de nouveau par rapport à ce que Decathlon peut faire en France. Mon point, c'est est-ce que ça c'est copiable? Oui, potentiellement c'est copiable et c'est assez facilement copiable. J'ai pas vraiment de barrière technologique ou à l'usage. Donc chez Ray, en fait, cette capacité d'excellence dans la relation client, elle va se retrouver au niveau de la communauté. Puisqu'en fait, les employés sont potentiellement actionnaires de l'entreprise. Et derrière, on va leur demander effectivement de se mettre au service de leur passion qui est la nature et le sport outdoor, avec deux choses. Par exemple, le programme Stewardship. Donc Ray peut organiser, peut proposer à ses clients et à ses employés de faire quoi? D'aller entretenir un chemin de randonnée, d'aller nettoyer les abords du magasin, en enlevant les détritus. Donc derrière, je fédère bien cette communauté autour de mes valeurs. Et ce qui s'est passé chez Ray, c'est que cette fédération de la communauté autour des valeurs de ma marque, on la retrouve avec le lancement de Ray Adventure, puisqu'en fait, les clients spontanément ont dit, bah, écoutez, on partage les mêmes valeurs, cette même envie de nature, pourquoi est-ce que vous ne nous emmèneriez pas dans l'Himalaya, dans les Alpes, en voyage avec nous? Et donc il y a toute une agence de voyage maintenant qui fonctionne, qui n'est pas dédiée d'ailleurs aux clients. Et derrière, on retrouve bien ici cette fédération sur en tout cas les valeurs, cette sortie du business model. Il est évident que ici je suis copiable, à droite je ne le suis plus, puisque c'est clairement la démonstration de qui je suis et de mon ADN.
Donc la première chose, c'est bien de sortir de son business model et d'engager les clients. La deuxième, c'est Passionate, exceptional, loyal. Building a business that inspires employees and customers alike takes a strong foundation. Ours is built on 7 foundation principles. Number 1 is our hiring philosophy and the backbone of our employee-first culture. 1 great person equals 3 good people. We take a lot of care to only hire great people for every position in our distribution center, home office, and stores, because talent is the whole ballgame. That means we only hire about 3% of all who apply. We believe that 1 great employee delivers 3 times the business productivity of a good employee. And by hiring 1 great person instead of 3 good ones, we can afford to pay employees who work closest to the customer 50 to 100% more than other retailers would, giving them financial security they can count on. We can also afford to extensively train and communicate to them so they treat the company as their own. And once they're a part of our team, they stick around. Our full-time turnover rate is about 10% in an industry where most employees don't even last a year. And they help create a place where other talented people want to work. Most importantly, they provide extraordinary customer service to help our customers live more organized lives. When both our employees and our customers feel ecstatic, it creates long-term value for our shareholders too. And that's when everyone thrives. Je pense qu'ici on a peut-être le critère le plus important pour mesurer l'excellence dans l'expérience client, ça serait le turnover quelque part des employés. Chez Container Store, on le voit dans la vidéo, mais l'idée du service centrique, du customer centrique, pardon, chez Container Store, elle est totalement battue en brèche. Ça les intéresse quelque part pas d'être customer centrique. Eux, c'est vraiment l'employé et l'employé. Si l'employé est content, il va rester longtemps dans mon entreprise, il traitera bien le client. Si le client est content, je ferai du chiffre d'affaires. Et derrière, mes actionnaires seront contents. Et c'est peut-être, sans m'être en tout cas concerté avec Serge Strigano avant, le point le plus important aujourd'hui dans l'expérience client, c'est est-ce que mon employé aujourd'hui est mon client ou pas. Et je crois qu'on peut tous s'interroger sur les produits qu'on prépare et qu'on délivre à nos clients. Est-ce que moi, employé, demain, j'achèterai le produit, ou en tout cas j'utiliserai le produit que j'ai contribué à faire sortir du bois. Alors, Émilie, chez Decathlon, les employés utilisent aussi les Decathlon pour ceux qui sont sportifs. Dans tous les cas, comment vous avez fait naître cette voix du client au sein de Decathlon pour en fait répondre aux usages et aux besoins qu'ont les clients qui viennent acheter chez Decathlon? Je rebondis à ce qu'évoque Mathieu, effectivement aussi, au sein de Decathlon, notre priorité est collaborateur. Et comme vous l'avez évoqué, tous nos collaborateurs sont des passionnés, mais surtout des utilisateurs de nos produits. Et la fierté effectivement de nos collaborateurs d'acheter, de porter nos produits et aussi de les recommander, c'est quelque chose qui nous anime au quotidien. On a, par rapport à la boîte du client, on a des services d'études, on a des services de veille qui nous permettent de pouvoir analyser le marché, les sportifs, les utilisateurs. Moi, j'ai plutôt envie de vous parler aujourd'hui de quelque chose qui est assez différenciant, hormis dans l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration, mais au sein de Decathlon, c'est la façon dont on gère les avis. Puisque tous nos clients peuvent aujourd'hui déposer un avis sur nos produits, mais aussi sur les services, donc services de l'atelier, et l'expérience d'achat en magasin. Donc, vous allez dans un magasin Decathlon, suite à cette visite, ou suite à l'achat d'un produit, vous recevez un mail pour demander votre avis sur le produit, sur l'expérience que vous avez vécue. Ça ne nous permet pas simplement de mesurer la satisfaction de nos utilisateurs, mais c'est vraiment quelque chose qu'on met au cœur de nos décisions, et notamment nos décisions d'offres. Alors je ne vais pas dire on donne le pouvoir à nos utilisateurs, parce qu'ils l'ont pris, ils ne nous ont pas attendus. Par contre, on leur laisse le pouvoir de décider de notre offre. Et je ne sais pas si vous avez vu cette pub télé, c'est une campagne qu'on a lancée cet été, et qui va venir de façon assez récurrente au sein de nos campagnes de communication, qui justement exprime comment, à travers les avis, nos clients peuvent sélectionner notre offre. Chez Decathlon, votre avis compte. Si un de nos produits obtient une note inférieure à 3 sur 5, nous nous engageons à le retirer du rayon pour l'améliorer. Voilà, il faut savoir que ce n'est pas un effet d'annonce. Derrière cette pub, une vingtaine de références ont été retirées de nos rayons immédiatement, et ils n'ont pas été retirés simplement pour être retirés
pouvoir avoir une meilleure note, pour faire mieux, mais vraiment dans l'optique d'améliorer nos produits. Donc les chefs de produits, sur ces références, ont mis des plans d'action pour pouvoir améliorer les produits. Ça montre à quel point nos équipes de conception sont animées autour de cette satisfaction de l'utilisateur et de la réponse à leurs besoins. Pour vous en dire un peu plus, je vais vous montrer une petite vidéo ici qui a été faite par une marque qui est Géonote sur la façon dont on utilise les avis et les remontées, la voix de nos clients pour améliorer nos produits. Chaque jour, nous sommes des millions à faire du sport et des milliers à utiliser les produits électroniques Decathlon. Mon rôle à moi, c'est de savoir ce qu'il y a de mieux pour nos utilisateurs en demandant tout simplement leur avis. Ensuite, je les partage avec mes collègues. On discute, on réfléchit, on échange. Nous partons du principe que chaque avis d'utilisateur compte. Nous les étudions tous, un par un, et nous essayons d'y répondre de la meilleure des façons. Chaque jour, vos avis nous permettent d'apporter de réelles modifications sur nos produits. Ces améliorations, nous les testons avec vous. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est grâce à vous, sportifs. Alors merci Charles, merci Anthony, merci Nathalie et Paul, merci Eva, Mathilde et tous les autres sportifs du monde, merci. Je m'appelle Jérémy et je suis chef de produit électronique chez Decathlon. Vos avis comptent. Une de nos singularités, et qu'on voit dans cette vidéo, c'est qu'effectivement, le chef de produit exprime qu'on lit un à un tous les avis. Et c'est vrai. Actuellement, ce sont bien les chefs de produit qui, dans les marques, lisent les avis, répondent aux clients et ensuite analysent pour pouvoir mieux améliorer les produits. C'est très important parce que le fait qu'ils soient à l'écoute, qu'ils lisent ces avis, qu'ils y répondent, leur donne une valeur importante au niveau de l'écoute de ces remontées, de cette voix du client. Moi, mon cœur de métier aujourd'hui, c'est simplement de former ces chefs de produits, parce que quand on les a embauchés, on les a pas embauchés pour leur qualité rédactionnelle. Et tout à l'heure, on exprimait le fait que répondre à un client, surtout quand il est dans une position d'insatisfaction, c'est compliqué. Donc, durant toute l'année, j'ai formé au quotidien les chefs de produits sur comment bien prendre en compte ces avis, comment les lire, comment les analyser, mais aussi comment bien y répondre pour finalement transformer l'insatisfaction en satisfaction. Et j'ai des superbes histoires. Avant le métier que je fais actuellement, je m'occupais de la communication d'une marque de dog qui s'appelle Inesis, qui est au sein du Decathlon. Et j'ai un chef de produit qui a, par exemple, en répondant à un avis, créé une vraie relation avec son client et qui, quand il part en vacances dans la région de ce client, va jouer au golf avec lui. Puisqu'ils se sont rencontrés, ils ont créé un vrai dialogue d'utilisateur à utilisateur et ça leur a permis justement d'augmenter l'expérience, alors là de façon extraordinaire, en partageant leur passion ensemble. Voilà, c'est ça qu'on veut créer au quotidien. Il faut savoir pour un chef de produit, c'est à peu près 2 à 3 heures en moyenne par semaine de temps de réponse. Et pour certaines familles qui sont les plus compliquées, c'est jusqu'à une journée de temps de réponse en moyenne par semaine, ce qui est énorme. On fait des tests actuellement pour que nos vendeurs, qui sont des vendeurs moniteurs experts, donc qui ont une compétence sur le produit, parce que c'est important pour nous que ce soit des personnes qui ont une vraie compétence et qui utilisent, qu'on ait un dialogue utilisateur à utilisateur, que ce soit des personnes qui utilisent des produits qui répondent à nos clients. On a fait un test justement sur Between depuis cet été pour laisser des vendeurs en magasin répondre directement à nos utilisateurs sur ce type de questions. Alors, on est très satisfait parce qu'en termes de qualité, en termes de temps de réponse, forcément avec la problématique d'un vendeur qui est sur la moquette, comme on dit chez nous, en plein travail, c'est compliqué de répondre rapidement. En tout cas, il est moins spontané, moins disponible que peut-être un chef de produit parfois. En tout cas, en termes de qualité de réponse, on n'a pas baissé notre qualité, notre satisfaction auprès de nos clients. Et en plus, on augmente l'expérience, puisque c'est le vendeur qui, en local, va répondre à son client. Alors, on essaye, l'objectif, c'est que ce soit local, et qui va l'inviter à revenir pour augmenter encore l'expérience en magasin. Il y a une vraie relation, un vrai dialogue qui se crée. Voilà. Les avis, ça nous permet aussi, là on voit du coup un collaborateur qui a noté 5 sur 5 à un produit. Nos collaborateurs sont tout aussi exigeants que nos clients. On a aussi des collaborateurs qui mettent des avis 1 et 2
et qui se plaignent de nos produits. Nous, l'important, c'est vraiment la fierté justement de ces collaborateurs et faire en sorte qu'ils aiment nos produits et ils les achètent. En tout cas, les avis, ça nous permet aussi de déceler ces ambassadeurs, parce que ça, c'est un ambassadeur, et on en a. Il faut savoir qu'on a seulement 7% d'avis insatisfaits, donc il y a énormément de personnes qui aiment aussi les produits Decathlon. On a une cliente, par exemple, espagnole, qui sur 12 mois a déposé 64 avis. Et les avis sont très pertinents, avec des axes d'amélioration à l'intérieur qui sont justifiés. C'est une pratiquante de plusieurs sports. Voilà. Donc ces ambassadeurs-là, ces futurs ambassadeurs, on les détecte à travers les avis aussi, ce qui nous permet d'augmenter l'expérience. Notamment cette année, au mois d'octobre, tous les ans, on a un événement important autour des produits au sein de Decathlon qui s'appelle les Innovation Awards, où on sélectionne 10 produits qu'on présente au Zénith de Lille devant tous nos collaborateurs. Et on fait une compétition avec un award de la meilleure innovation de l'année. Et depuis 2 ans, on invite ces contributeurs ces contributeurs engagés qui sont les futurs ambassadeurs, pour qu'ils vivent avec nous cette soirée-là, que ce soit des clients ou des collaborateurs. On les invite, ils vivent cette soirée-là, ils rencontrent les marques, ils passent une journée avec nous au sein des bureaux de conception, et parfois il y a des relations plus longues qui se créent. Je pense à une personne, à un Anglais qui est venu l'année dernière, qui a visité Between, c'est un passionné de vélo. Il est ressorti, il était juste enchanté, on avait transformé sa satisfaction en enchantement. Il est parti faire un tour du monde en vélo, il a ouvert un blog, il a écrit sur nos produits. Voilà, ça nous a permis d'améliorer notre recommandation également. C'est la plateforme dont je vous parlais tout à l'heure, Decathlon Création. C'est grâce à cette plateforme qu'on a réussi justement à faciliter le dialogue utilisateur et concepteur pour pouvoir justement co-concevoir. Ça fait à peu près 6 ans que cette plateforme elle existe. Elle existe dans 11 pays et ça permet à des marques qui ont des projets, donc les marques de Decathlon qui ont des projets, de poster un projet sur la plateforme et d'appeler à contribution nos utilisateurs pour pouvoir répondre à un besoin. Soit un besoin de cahier des charges, soit un besoin ça peut être aussi le nom d'une marque, le nom d'un produit, un design, et en fait on fait rencontrer ensuite les équipes de conception et les utilisateurs pour pouvoir travailler ensemble sur ces projets-là. Il y a aussi sur la plateforme la possibilité de déposer une idée. Vous souhaitez développer une idée avec Decathlon, vous avez le souhait de faire part d'une idée soit d'amélioration sur un produit, soit d'un nouveau produit, vous pouvez déposer votre projet et ensuite on a des rencontres avec les chefs de produits pour pouvoir exposer votre projet, le défendre et voir si Decathlon est intéressé par ce projet ou comment on peut le développer ensemble. Du coup, si on fait un petit peu de prospective, on regarde ce qui est fait aujourd'hui. Mathieu, de ton côté, qu'est-ce qu'on peut dire sur les tendances qui sont en train d'apparaître et les évolutions qu'on va avoir sur cette logique d'expérience client, parce que la technologie avance vite, les consommateurs aussi, leur comportement bouge. Il est évident que la technologie avance vite. Je pense que si on regarde les startups, en tout cas les solutions proposées par les startups aujourd'hui, il y a 1 an, elles n'existaient pas. On a tous des exemples en tête, effectivement, de technologies qui vont vite. Et chaque transformation, en tout cas du commerce, a suivi une révolution technologique, l'électricité, la machine à vapeur, voilà. On est maintenant dans ce monde du digital. Pour nous, il est évident que... Je ne sais pas combien il est évident que l'intelligence artificielle va faire son œuvre sur les prochaines années. Donc j'ai cité ici Samantha du film Her. En fait, Samantha existe déjà aux États-Unis, en Chine. Parfois, elle s'appelle Alexa, parfois, elle s'appelle Xiaopi. Mais en tout cas, elle nous permet, si on regarde le film d'Amazon, de faire ceci. Alexa, alarm off. Alexa, what's on the calendar today? You have 12 events scheduled. Alexa, call me an Uber. Your Uber will arrive in 2 minutes. Alexa, what's the weather like today? There's a 100% chance of showers. Alexa, pair my Bluetooth speaker. Okay, paired. Alexa, it's time to reorder some paper towels. Okay, order placed. Alexa, play my garage music. Play your garage playlist from Fern Music.
Alexa, play some jazz. Playing some jazz from Prime Music. Alexa, who's this? This is Picnic Basket by Low Tone. Alexa, turn that up. Alexa, ask Domino's to send me my last order. Okay, order placed. Hey, isn't that Jason Schwartzman? No, that's not him. I would know if that was him. I'm pretty sure it's him. Okay, Alexa, who stars in Mozart in the Jungle? Stars include Malcolm McDowell, Jason Schwartzman. Ah, see? Okay. Alexa, change the bedroom temperature to 65 degrees. Okay, Alexa, lights off. okay. Alexa, good night. Good night. Sleep tight. Que retenir de cette vidéo d'Amazon? Petit 1, si vous avez une fille, ne l'appelez jamais Alexa. Car Alexa va arriver en France. Ici, on a vraiment une intelligence artificielle. Donc, parfois, des gens, quand ils viennent chez nous, disent mais c'est du Siri. Non, c'est pas du Siri. Derrière Amazon, Dot, Echo, on l'appelle comme on veut, c'est l'intelligence artificielle Alexa. Et derrière, il y a un écosystème. Juste en termes technologiques sur l'intelligence artificielle, la photo que vous avez à droite, c'est une photo de Nicolas qui travaille à l'échangeur. Si vous regardez bien ce qui se passe quand même, c'est un cliché. Dans ce cliché, en fait, j'arrive à avoir une reconnaissance faciale, donc à lui dire qu'effectivement c'est un homme. L'intelligence artificielle lui donne 37 ans, dans la réalité il en a 35. Il n'y a pas besoin de se positionner avec le regard face à la caméra, j'arrive à analyser assez facilement. Vous avez deux textes. Le premier lui dit que la couleur de ce pull est particulièrement hideuse. Et le deuxième lui donne grosso modo un conseil où il pourrait acheter effectivement un pull plus joli. Donc ici j'ai bien... alors je sais que le buzzword du moment c'est les chatbots. Très bien. Les chatbots dans l'absolu ne servent à rien si ce n'est, sauf s'ils sont bien faits et qu'ils résolvent un point dans l'expérience client. Ici, ce qui m'intéresse à la fois chez WeChat et chez Amazon, c'est l'intelligence artificielle au service de quoi? Au service d'un écosystème. D'accord? Et peut-être dans les prochaines années, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Amazon Echo aujourd'hui, c'est un partenariat avec Ford, un partenariat avec la banque Capital One, des partenariats avec des objets connectés comme votre frigo, Whirlpool. Donc concrètement, si vous avez besoin d'œufs, votre frigo va les recommander automatiquement via Amazon. Et demain, il n'y a aucune raison que nous, consommateurs, parce que ça nous simplifie notre vie, parce que c'est plus simple, ça nous fait gagner du temps, je ne souscrive pas un forfait de vie à Amazon, à Google, à Alipay ou à WeChat. Un forfait de 200 € par exemple, qui me permettrait de traiter toutes mes problématiques du moment. D'accord ? Avec le partenariat annoncé sur Ford, sur la voiture connectée de Ford, Amazon demain va faire de l'assurance auto. C'est une évidence. Pourquoi? Parce que la voiture est connectée avec l'intelligence artificielle et quand je me lève le matin, je demande à la voiture de se démarrer pour qu'elle soit chaude quand je rentre à l'intérieur. Je roule, je reviens chez moi, je dis à mon intelligence artificielle quoi? Ouvre la porte du garage. Entre-temps, j'ai capturé toute la data. Donc demain, une assurance personnalisée sur ma conduite à moi, Mathieu, est possible. Ces écosystèmes vont se mettre en place. D'accord ? Quand on demande aux jeunes Américains aujourd'hui quel est l'acteur sur le paiement aux US en lequel ils ont le plus confiance, ils vous répondent spontanément Amazon. Il y a les 2/3 des milléniaux américains qui vous disent que demain, si Apple lance une banque, c'est pas un problème pour eux. D'accord ? À la rigueur, ils préfèrent. Donc ces écosystèmes vont se mettre en place. La question effectivement derrière, c'est comment des retailers vont pouvoir derrière réagir et contrecarrer ce plan. La force des retailers, c'est effectivement le client, c'est effectivement l'employé. Donc c'est forcément l'expérience client. Et c'est là-dessus effectivement où il va falloir sortir d'une bataille qui sera perdue sur la data quelque part, à une bataille pure de l'expérience du serviciel, probablement en faisant évoluer les points de vente. Il est évident que ce que vous avez fait sur les tests produits en magasin directement, c'est déjà un espace où effectivement j'ai de la réassurance parce que quand j'achète un vélo, j'ai besoin à un moment d'être sûr que ce vélo, je vais pouvoir l'utiliser et qu'il me convient parfaitement. Donc cette logique de test en amont, c'est un élément de réassurance dans une attente du client, effectivement, de maîtrise du budget, parce que la crise va être là et on ne va pas avoir une explosion de nos salaires dans les prochaines années. Donc de la réassurance budgétaire, de la prévoyance et aussi de la valorisation à titre perso. Alors du coup,
c'est quoi les next steps, on va dire, chez Decathlon? Parce que la démarche, ça y est, elle est enclenchée. Alors, peut-être pas jusqu'à l'intelligence artificielle tout de suite, mais ça se en cours. Mathieu l'a un peu évoqué tout de suite, les tests notamment, sur le next step sur les tests, les tests étaient faits en amont. Aujourd'hui, on a une politique de remboursement chez Decathlon, satisfait ou satisfait. Ce qu'on souhaite, c'est augmenter aussi cette expérience de test en disant aux clients, demain, vous allez tester nos produits et vous les achèterez si vous êtes convaincus. Aussi cette partie expérience de service. Sur l'intelligence artificielle, le next step au niveau des avis, c'est plus l'analyse de la data. J'expliquais tout à l'heure qu'on avait un potentiel de 10 millions d'avis produits. C'est pas que sur la France, c'est bien sûr dans le monde. Et si on ne recrute pas le chef de produit pour la qualité rédactionnelle, on ne les a pas recrutés non plus parce qu'ils étaient polyglottes. Donc on a vraiment un challenge au niveau de l'analyse de la data, de pouvoir sortir, extraire rapidement, grâce à des outils d'analyse sémantique, les points de satisfaction, d'insatisfaction qui vont nous permettre très vite d'aller vers l'amélioration du produit. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, qu'on souhaite rapidement développer au sein de Decathlon. Et puis ensuite, c'est de rendre un peu plus fluide l'expérience de contribution aussi de nos clients. Puisqu'actuellement, vous avez vu la plateforme Decathlon Création, on a les avis, on a la possibilité de déposer aussi des photos, contribuer grâce à des photos quand on pratique, de pouvoir se prendre en photo et les partager avec les autres clients, les autres utilisateurs. Tous ces moyens de contribution sont très peu liés aujourd'hui, c'est très siloté, donc on a un nouveau challenge sur rendre plus fluide cette expérience aussi. Merci Émilie d'être venue, merci à toi, merci Mathieu. C'est bon.